En 1940, alors qu'une guerre ravage l'Europe, les États-Unis ne s'en mêlent pas trop, et dans les comics, on suit un peu la tendance. La Torche Humaine est occupée avec des missions de sauvetage et Batman affronte carrément un dragon. Autant dire que ce qui se passait outre-Atlantique, ça leur passait un peu au-dessus de la tête. Mais 3 hommes allaient changer tout ça. Aujourd'hui on parle du premier super-héros patriotique, Captain America. Enfin, presque premier. À l'époque, Marvel, qui s'appelle toujours Timely Comics, a du mal à suivre la cadence de son distingué concurrent, Detective Comics. Les deux super-héros phares, Namor et la Torche Humaine, peinent à faire les ventes des deux géants d'en face que sont Superman et Batman. Il faut donc vite redresser la barre et pour ça créer du super-héros, ce qui nous amène au premier protagoniste de notre histoire, l'éditeur de Timely Comics en personne, Martin Goodman. Goodman, ça fait déjà 10 ans qu'il est dans le milieu des comics, débutant aux côtés de Louis Silverglate, futur fondateur d'Archie Comics. Il commença avec des magazines pulp comme ironiquement Marvel Science Stories ou encore les aventures de Khazar. Mais en 1939, c'est le boom du super-héros et Goodman va s'engouffrer dans la brèche, sortant le premier volume de sa nouvelle boîte, Marvel Mystery Comics. Et voilà, maintenant vous savez d'où vient le nom. Dans ces pages, on y retrouve ses deux héros phares et le magazine se vend à 80 000 exemplaires, un score tout à fait honorable. Il va donc demander à un scénariste et un dessinateur de travailler sur le prochain super-héros, Joe Simons et Jack Kirby. Joe Simon, il commence carrière à 19 ans en publiant des dessins dans divers journaux de Syracuse, ville de l'état de New York. Il passera de l'un à l'autre jusqu'à atterrir dans les bureaux du Syracuse Journal American, qui fermera ses portes peu de temps après. Dans le milieu, on appelle ça un gros pas de bol. Il décida donc de partir pour New York, la ville cette fois-ci, et trouva un job à la Paramount, étant chargé de retoucher les publicités. En plus de ça, il fera quelques boulots en freelance pour divers magazines, jusqu'à sa rencontre avec Lloyd Jacquet, propriétaire de Funnies Inc., et qui, coup du hasard, est en train de discuter avec Martin Goodman pour publier le premier Marvel Comics. Notre monde est tout petit. On lui commande donc un comics de 7 pages centré sur le western, et 4 jours plus tard, 4 jours, la décision a été prise vite quand même, Goodman lui demande de pondre un nouveau super-héros. Alors, à votre avis, c'est lequel? Peu importe celui auquel vous avez pensé, il y a peu de chances que ce soit le bon. Laissez-moi vous présenter Jack Castle, alias Fury Mask. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Oui? Non? Personne? Tant mieux, parce que de toute façon, il est mort. Le personnage n'est pas vraiment resté dans les annales, mais il a convaincu Goodman de donner sa chance à Simon, ce qui nous amène au dernier homme de ce trio. Jack Kirby, qui n'a absolument aucun lien avec la boule rose de Nintendo, était ce qu'on pouvait appeler un mec doué. Parfois même un peu trop. Par exemple, il s'est fait virer de l'Educational Alliance parce qu'il dessinait trop vite. Le gars était littéralement la blague du seul point faible, trop fort. Il finira par trouver une place chez les frères Fleischer, travaillant comme intervalliste sur les dessins animés Popeye. Un intervalliste, si vous ne savez pas ce que c'est la personne en charge des dessins intermédiaires entre deux moments clés d'une animation. Et tu parles pas de son passage au Lincoln Newspaper Syndicate? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas super passionnant. La seule personne qui aime bien ramener ça sur le tapis, c'est Horace Elmo, à savoir le type qui a inventé le syndicat, et parce que c'est là leur seul au fait. Bref, Kirby quittera la boîte 2 ans plus tard, et on passe travail à la chaîne du dessin. Et vu que le comic commence à prendre de l'ampleur, il se met à travailler pour Eisner et Iger, avant de faire un petit tour du côté de la Fox Feature Syndicate. Là-bas, il rencontre un certain Joe Simon, dont il tombera immédiatement amoureux de son boulot. Mais ce n'est pas pour ça que le duo va directement naître, parce qu'avant ça, il ira faire un petit tour du côté de chez Fawcett Comics pour travailler sur Captain Marvel. Le vieux. Shazam. Bref, on a notre trio qui va plancher sur le prochain super-héros, et pour ce faire, ils vont d'abord se concentrer sur sa Némésis, cherchant à faire l'être le plus malveillant qui soit. Or, il se trouve que nos 3 compères ont cet énorme défaut à l'époque d'être juifs. Ouais, le vrai nom de Jack Kirby, c'est Jack Kurtzberg, donc il avait justement changé pour ne pas qu'on remarque qu'il était juif. Et en tant que juif, il se trouve que l'être le plus maléfique qui soit, faut pas aller le chercher très loin. 2 indices, il est moustachu et allemand. Albert Einstein? Mais non. Je crois que c'est le bon moment pour rappeler que les États-Unis en 1940, ils préféraient rester neutres. D'ailleurs, ils avaient des relations plus ou moins cordiales avec l'Allemagne. D'ailleurs, le Bund germano-américain, un organisme qui était là pour promouvoir le nazisme sur la terre de l'oncle Sam, il venait d'organiser un défilé de 20 000 personnes en tenue paramilitaire qui faisait coucou à la foule avec le bras tendu.
Donc la création de Captain America, elle est très politique. Marvel veut envoyer un message clair, non au moustachu. Et c'est qui ce moustachu à la fin? Albert Einstein. Ce qui est assez récurrent chez Marvel. Quand on leur a dit qu'on ne pouvait pas faire des super-héros noirs, ils en ont profité pour créer Black Panther et Falcon. À ce niveau-là, je crois que c'est juste par esprit de contradiction. Et maintenant qu'on a le méchant et le message, on peut enfin créer le héros. Et pour ça, Marvel veut à tout prix éviter les deux clichés d'en face, à savoir l'homme parfait venu d'ailleurs ou le milliardaire d'un milieu aisé. Ce nouveau héros, ce sera un gars du peuple, comme vous et moi. Il arrive! Oui, l'un des vôtres! Venu au monde à un jet de pierre de ce stade même! Le voici maintenant devant vous! Et voilà, le premier super-héros patriotique était né. Second super-héros patriotique. Ouais, on doit vraiment en parler. Parce que quelques mois avant l'apparition de Captain America, Archie Comics avait déjà sorti son super-héros à la bannière étoilée, sous l'appellation du Shield. Voilà, et si je voulais pas en parler, c'est parce que tout le monde s'en fout du perso. Bah quand même, le gars est fils d'un militaire qui travaillait sur un sérum et qui se fera tuer par un saboteur allemand désireux de récupérer la formule. Il prend alors le sérum et s'expose à des rayons X, lui donnant des pouvoirs tels qu'une super force et une capacité à sauter sur de longues distances, tout en étant rejoint par un gamin dans ses aventures du nom de Dusty. On va dire que tout ça, ce sont des coïncidences. A noter qu'il y aura un second Shield des années plus tard, et qui sera créé par Joe Simon. Notre monde est tout petit. Ce qui amène le 20 décembre 1940 à la sortie du premier comics Super America. Mais vu qu'il y avait déjà trop de super-héros avec le nom super, on va l'appeler Captain America, ce qui est quand même vachement mieux. La vie de notre héros du jour ne débute pas sur le sol américain, mais de l'autre côté de l'océan, sur une petite île appelée Irlande. Là, on y retrouve Joseph Rogers, militaire de la Première Guerre mondiale, qui a servi dans le 26e d'infanterie, ainsi que sa femme Sarah, qui ne faisait rien. En tout cas, c'est jamais précisé. La seule chose qu'on sait à ce stade, c'est qu'elle est chrétienne. Autant dire que ses créateurs avaient plus l'intention d'en faire une fonction qu'un véritable personnage. Et peu de temps après la fin de la guerre, le couple décide de partir pour la terre de toutes les opportunités, les États-Unis. Ce qui est sans doute le slogan le plus mensonger de toute l'histoire des slogans. On va y revenir. Bref, le 28 septembre 1922 naît Steven Rogers. Oui, son vrai nom c'est Steven. Pour tout dire, le nom de famille Rogers, il n'est pas arrivé de nulle part, c'est un dérivé de Roger, l'expression militaire pour dire message reçu, rendant son futur dans l'armée assez inévitable. Ce qui est aussi le cas pour le nom de Roger Wilco dans la série Space Quest. Et si vous savez pas pourquoi je parle de Space Quest, c'est que déjà vous êtes nouveau sur la chaîne, donc bienvenue. Et ensuite, je trouve qu'on ne rend pas assez mérite au génie du nom de ce perso. Manque de bol pour les Rogers, à peine le pied posé à New York et le rejeton pondu, qu'arrive la Grande Dépression. La terre de toutes les opportunités. Déjà des Irlandais aux États-Unis, c'est pas partir gagnant, mais en plus ils le font au pire moment. Cette dépression, elle va plonger son père dans l'alcoolisme, ce qui en fera un type tout à fait charmant, vous vous en doutez, mais conduira aussi à sa mort. Alors, il y a un doute sur cette dernière. Quoi, comme tous les comics, il va revenir d'entre les morts avec des pouvoirs et affronter son fils? Ah non, il est bien mort et enterré, c'est juste que le médecin légiste était soit en vacances, soit un stagiaire de 3e. Parce que le père, il est mort d'une grippe ou d'une crise cardiaque, selon les versions. Sa mère suivra le même chemin quelques années plus tard, victime elle d'une pneumonie. Parce que s'il y a bien un point commun entre tous les créateurs de super-héros, c'est qu'ils détestent les figures parentales. Mais pas du tout. Ok, tu peux me citer quel super-héros a toujours ses parents? Voilà, alors soyons clairs, il y en a, mais c'est plus les exceptions que la règle. Et notre Steven étant devenu orphelin, il lui fallait bien une nouvelle figure pour l'inspirer, à savoir ce super-héros connu sous le nom de Madame Crossley. Attends, c'est qui elle? Edna Crossley, c'est pas une super-héroïne, c'est sa prof. Par contre, elle va bien lui transmettre des valeurs patriotiques, définissant les États-Unis comme étant le pays qui donne le plus de droits que tous les autres pays. Ce qui poussera le jeune Steven à vouloir défendre son pays. Et ça tombe bien, puisqu'après ça, c'est la Seconde Guerre mondiale. Sauf que le Steven, il a une condition de santé qui est pas top top. Pour la faire courte, il a la rate qui se dilate, le foie qui est pas droit, le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, et on va pas faire le reste de la chanson. Il se chope un 4F. 4F étant une classification du Selective Service System qui définit qu'une personne n'est pas apte à s'engager pour des raisons physiques, mentales ou morales. Bon, je vais pas parler plus que ça du système, sauf pour la classification 4T, qui correspond aux extraterrestres. Bon, dans le langage états-unien, ça veut juste dire qu'il n'est pas citoyen. Mais c'est drôle quand même.
Et en voyant ce frêle gaillard quand même bien déterminé, le général Chester Phillips va se dire que c'est un bon candidat pour le projet Renaissance. Le projet Renaissance est un programme top secret qui a pour ambition de créer des super soldats afin de ne rien faire du tout, puisque je rappelle qu'à ce moment-là, ils sont toujours pas en guerre. L'origine de ce projet, il se trouve en réalité du côté allemand, avec le projet Nietzsche, visant à créer des Übermensch, ce qui fait un peu plus de sens vu que eux voulaient déjà conquérir le monde. À sa tête, on y retrouve 3 hommes, Hans Brüder, Erich Schmidt et celui qui va nous intéresser, Abraham Erskine, qui prendra la poudre d'escampette pour les États-Unis. Lançant donc le projet Renaissance et prenant le nom de Joseph Reinstein. Sans doute pour cacher ses origines allemandes. Le projet, il a déjà eu 2 cobayes avant Steve, Clinton McIntyre, qui deviendra Protocide, et Adriana Soria, alias Spider-Queen. Quoi qu'il en soit, Steven est amené devant le docteur Erskine et son sérum de super soldat. À partir de là, l'histoire est assez connue. On fait des tests sur le soldat, on lui injecte le sérum par voie orale et intraveineuse, le tout dans une chambre de bombardement de rayons Vita. Rogers devient un super soldat et Erskine se fait tuer par un espion allemand, entraînant avec lui sa formule, car il n'avait absolument pas pensé à la noter, ne serait-ce que sur un quatnap. Et de ce fait, Steve devient le seul et unique super soldat. Ce qui est complètement con, parce que comme on l'a dit, Protocide l'avait déjà reçu avant, mais il y a aussi John Steele, le cobaye du projet Nietzsche, Union Jack chez les Britanniques, et je compte pas la chier de perso qui ont reçu un dérivé par la suite. Les super soldats à l'époque, il y en a un à chaque coin de rue. Par contre, un truc qu'on peut noter, c'est qu'au-delà du scientifique juif qui donne les armes à Steve pour aller frapper Albert Einstein, on a là une métaphore de Simon et Kirby qui donnent à leur nouveau personnage les armes pour aller frapper Albert Einstein. Le souci, c'est qu'avant, on avait un gars tout frêle qui ne savait pas se battre, et maintenant, on a un gars tout musclé, mais qui sait toujours pas faire la guerre. Donc il va s'entraîner tant à la gymnastique qu'au combat à main nue ou aux tactiques militaires. Et au bout de 3 mois, il reçoit sa première mission, qui n'est pas d'aller distribuer la justice à coups de phalanges dans la mâchoire du dirigeant allemand. À la place, il va affronter un autre symbole, celui d'un crâne rouge. Et pour combattre une image, rien ne vaut une autre image. On lui confectionne donc un costume rouge, bleu et blanc, ainsi qu'un bouclier cerf-volant. Le bouclier rond lui étant donné plus tard par Theodore Roosevelt en personne. Et c'est à partir de là que ça part en sucette. Parce qu'on va pas tester que ses capacités physiques, on va aussi tester ses capacités mentales, avec un bon vieux lavage de cerveau. Donc, plusieurs points. Premièrement, on va lui inventer une nouvelle famille, lui donnant comme père Walter Rogers, un soldat capturé par l'ennemi et forcé de divulguer des informations. On lui flanque également un frère, Michael Rogers, qui a tragiquement perdu la vie durant Pearl Harbor, et on le renomme Grant Rogers. Et là, je crois que ce sont juste les scientifiques qui se sont demandé à quel point on pouvait les faire croire n'importe quoi. Et sa mère, bah c'est comme sa vraie mère. Les scénaristes s'en cognent. Enfin, là encore plus, vu qu'ils ont même pas pris le temps de la nommer. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça? Pour le motiver à aller à la guerre. Mais il a dit à un moment donné qu'il voulait pas aller à la guerre? Absolument aucun. Il était même plutôt motivé vu qu'il a cherché à s'engager. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ou alors si on devait trouver une justification à chaque fois qu'un dirigeant a une idée de merde, donc Grant Rogers va pouvoir aller casser la figure du crâne. Est-ce qu'on dit figure quand on parle du crâne? Lui exploser la mâchoire? C'est mieux. Donc il va lui exploser la mâchoire, mais malheureusement pour lui, un léger événement va contrarier ses plans. Parce que Grant Rogers, c'est quand même pas une flèche. En fait, pour devenir Captain America, il faut bien qu'il se change à un moment donné. À cette époque, l'identité secrète des super-héros, elle est encore bien protégée dans les comics. Donc il y a Grant Rogers, soldat lambda, et Captain America, futur héros de la nation. Et il n'a rien trouvé de mieux que de se changer dans sa tente. Ouais, enfin jusque-là, je vois pas trop ce qui dérange. Ce qui dérange, c'est qu'il ne faisait pas vraiment de façon cachée. Donc il va se faire choper par un jeune soldat, Bucky Barnes. Bucky Barnes qui est aussi un orphelin, parce qu'on n'aime définitivement pas les parents chez Marvel. Donc Barnes doit garder le secret sur l'alter ego et pour s'en assurer, Captain America l'amène avec lui en mission, en faisant son acolyte et en lui donnant le surnom de Bucky. Mais Bucky c'est son vrai nom. Exactement. En dehors de ça, le capitaine fera aussi équipe avec 2 autres héros de l'époque, à savoir Namor et la Torche Humaine, pour former l'un des premiers groupes de super-héros de l'époque moderne, un groupe que Winston Churchill en personne a baptisé les Invaders. Je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée de donner à tes alliés le surnom d'envahisseurs. Ainsi, durant toute la guerre, Grant Rogers va aller tabasser les adorateurs de Svastika, jusqu'au moment le plus tragique de son histoire, le 18 avril 1845. Soit moins d'1 mois avant la fin de la guerre.
c'est vraiment pas de bol. Cette date, c'est le moment précis où le baron Zemo a décidé d'envoyer un avion chargé d'une bombe contre les Alliés. Alors, bonne nouvelle, l'avion va être arrêté par le super-héros étoilé. Mauvaise nouvelle, Bucky va mourir dans l'opération. Et il ne reviendra absolument pas en soldat de l'hiver. Ainsi que Captain America, qui ne va pas du tout simplement finir congelé, le sérum du super soldat lui permettant de rester en vie. Bon, les États-Unis ont perdu leur super soldat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, le projet Renaissance, il s'est pas arrêté, loin de là. Et la première étape, ça a été de trouver un nouveau Captain America. Et pour ça, ils ont fait appel à Steve Rogers. Sauf qu'en fait, c'était pas Steve Rogers. William Burnside avait 11 ans quand le Captain America a été créé, devenant obsédé par la figure patriotique une fois à l'âge adulte. À tel point qu'il se posait la question toute saugrenue de... Qu'est-ce qu'ils en pensaient les Allemands? Ben, le type leur bottait le cul tous les matins, donc à mon avis, ils en pensaient pas que du bien. Alors, en vrai, leur avis sur le héros à la bannière étoilée, on s'en fout un peu, parce que durant ses recherches, il va tomber sur la formule du sérum de super soldat. Voilà, ça traînait dans un dossier, même pas classifié ou quoi que ce soit, open bar. Il faut savoir que la formule, elle a été extraite à partir de l'urine du Capitaine. Ils étaient vraiment vénères pour avoir leur version du soldat. Donc, William va récupérer la formule et la donner au gouvernement américain, qui, je le rappelle, ça fait 10 ans qu'ils veulent créer une armée de super soldats, et ils vont donc juste refaire un Captain America. Et c'est William qui se propose pour le rôle. Dans le milieu, on appelle ça savoir placer ses billes. William va alors avoir l'idée de prendre le nom de Steve Rogers pour coller au personnage. Et ça, c'est sans compter sur les tests qu'il y a eu entre les deux. Oui, parce que, bien entendu, ils ne se sont pas tournés les pouces après la mort d'Erskine. Ils ont lancé le camp 4 quarts. Et c'était pas du gâteau. Dans ce camp, il y avait 300 soldats afro-américains qui ont servi de cobayes pour recréer le sérum. Ce qui fut partiellement un succès. Succès parce qu'une poignée a bien eu des pouvoirs, et partiellement parce que tous les autres sont morts. Parmi les heureux élus, on peut trouver Maurice Canfield, Luke Evans, Jack Harvey et le plus célèbre, Isaiah Bradley, qu'on a surnommé le premier Captain America noir. Attends, parce que si je comprends bien, le sérum de super soldat, il a jamais disparu. Il y avait une dizaine de Captain America qui se baladaient dans le camp Saint-Honoré. C'est 4 quarts le nom. Donc, William et sa formule, il est bien gentil, mais il arrive après la guerre. Dans les deux sens du terme. Et c'est sans compter qu'en plus, le sérum, il fera 2 petits. D'un côté, il donnera naissance aux Veuves Noires, et de l'autre, le projet Sentry. Une prochaine fois, Sentry. Le truc, c'est qu'en 1945, le projet Renaissance va être baptisé projet Weapon Plus, Captain America devenant Weapon One. Et à partir de là, c'est le florilège. Par exemple, Weapon 2, c'est un écureuil. Non, j'adorerais que ce soit Dorine, mais ici, c'est littéralement un écureuil, juste qu'il a les mêmes pouvoirs que Wolverine, d'où son surnom de Wolvertini. Bon, des super soldats on sait faire, des écureuils on sait faire, il est temps de passer à l'arme 3 et de prendre une personne qui a déjà des pouvoirs à l'origine, à savoir un mutant. Parce que des hommes à la force incroyable, c'est bien pratique durant la guerre frontale, mais maintenant on se retrouve en pleine guerre froide. On n'a donc plus besoin de guerriers, on a besoin d'espions. Ici, c'est sur Harry Pizer que ça tombe, un simple barman anglais avec une peau élastique. Bien pratique donc pour jouer les espions. L'arme 4 aura comme nom de code le projet Sulfure, ainsi qu'un nouveau sérum, le SO2. Un sérum qui ne fera pas forcément long feu puisqu'il sera administré à une seule et unique personne, son créateur, le docteur Theodore Salis, ce qui le transformera en Mansing, ce qui est de suite moins pratique pour l'espionnage. A noter que le projet Sulfure aurait pu être inspiré par une autre créature, War Thing, apparue durant la Seconde Guerre mondiale. En 1965, le gouvernement cherche toujours à remplacer son super-héros à la bannière étoilée. Oui, on oublie le second Capitaine et le Capitaine Noir. Et la réponse, elle va se trouver dans un glacier. Ils vont retrouver l'original pris dans les glaces? Non, ils vont trouver un dragon symbiotique, faisant de l'arme 5, le projet Venom. Alors là, on va pas avoir un seul cobaye, mais toute une équipe qui va recevoir le symbiote et qui sera appelée Super Soldat Symbiote. Sauf que le symbiote ayant sa volonté propre, ça va mal se passer dans une histoire mêlant Carnage et l'arme H, un mix entre Hulk et Wolverine. Bref, le docteur Andrew Breed, alors en charge du projet, va tuer tout ce petit monde avant d'être remplacé pour lancer l'arme 6. L'arme 6 prend le nom de Projet Power, et ce coup-ci, à la place d'aller chercher des soldats ou des mutants, le docteur Noir Bernstein, responsable à l'époque, se tourne vers des prisonniers. Après tout, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le cobaye, fort heureusement, va être Carl Earl Lucas, qui se rangera du bon côté pour devenir le super-héros Luke Cage. Ce qui est quand même un sacré coup de bol. Imaginez 2 secondes qu'ils aient choisi à la place, je sais pas moi, n'importe quel criminel de l'univers Marvel.
L'arme 7, appelée le projet Homeground, sera déployée durant la guerre du Vietnam et aura le joli score de 18 échecs. Et quand je dis échec, c'est pas « oups, ça n'a pas marché », c'est 18 morts. En fait, le seul qui va s'en sortir, c'est Frank Simpson, qui deviendra Nuke, un soldat à moitié cyborg. Parce que c'était ça le projet Homeground, créer des cyborgs. L'arme 8 est en cas elle très simple, on ne sait pratiquement rien dessus, si ce n'est que c'était une drogue pour créer des agents dormants. Je crois qu'à ce moment, le gouvernement a commencé à péter un câble. Alors, pour ma part, ça fait déjà quelques expériences que je me le dis. On rappelle qu'ils avaient déjà utilisé une technique pour laver le cerveau du premier capitaine. Donc c'est une technologie qu'ils ont depuis 20 ans. Et en ce qui concerne le projet Psyché, l'arme 9, aucune info. Mary Walker y a participé, mais pourquoi, comment, on n'en sait rien. L'arme 10, on va aller vite, vous le connaissez sans doute tous. 2 indices, il est canadien et il a des griffes. Le carcajou. Tu sais, il y a des jours je désespère. Wolverine. Et on parlera de Wolverine une prochaine fois. Oui, alors il y a comme un point avec l'arme 10 à noter. C'est le fait qu'à l'époque, il est considéré comme étant l'arme parfaite. Donc il y avait bien un projet de arme 11, mais il sera abandonné avant d'arriver à terme. Ce qui est amusant, c'est que le candidat n'était autre que Garrison Kane, qui deviendra, ironiquement, Weapon X. Donc là, on se dit que c'est bon, le projet Weapon Plus est arrivé à son terme, on remballe. Sauf que dans l'équipe, il y a un homme, John Sublime. Sauf qu'en fait, c'est un pseudo. Son prénom, c'est Sublime. Ah bon, il a pas de prénom. Parce qu'en fait, c'est une bactérie. Ok, va falloir réparer le machin, il commence à dire n'importe quoi. Non mais je t'assure, vérifie si tu me crois pas. Merde, il a raison en plus. Et donc, la sublime créature, elle va décider de poursuivre le projet en Angleterre, dans un centre de recherche baptisé Le Monde, dans l'espoir de faire un groupe de super-héros qui répondrait au nom de Super Sentinelle. Ce qui donne l'arme 12, Zona Cluster 6. Oui, son nom est bizarre, mais en même temps, c'est un être artificiel. Il continuera avec l'arme 13, Charlie Cluster 7, qui deviendra Phantomex. Quoi? Non rien, c'est juste moi qui n'arrive pas à prendre ce héros au sérieux. À chaque fois que j'entends son nom, j'ai ce générique en tête. Ok, et Phantomex sera responsable de la mort de l'arme 3, le psychopathe à la peau malléable. Bon, on va aller vite pour les dernières. Arme 14, Stepford Cuckoos, une centaine de clones d'Emma Frost avec pour objectif de contenir le Phénix. Arme 15, Ultimaton, un savant mélange entre un super soldat et une sentinelle. Et enfin, arme 16, un virus qui attaque la foi. Le foie, tu veux dire. Non, la foi. Si t'es croyant, t'es touché. Si t'es athée, t'es sauvé. Je crois qu'à ce stade, il était temps que le projet Weapon Plus s'arrête. Et malheureusement, même si le projet ne s'est jamais réellement arrêté, il n'a jamais été à la hauteur de l'original. Et une grande menace allait réunir les plus grands héros de la Terre. Cette menace, c'est Loki. Et les plus grands héros, ce sont les Avengers. Bon, on va pas revenir sur cette histoire plus que ça, on fera une vidéo sur les Avengers pour en parler, mais le plus important c'est que le groupe existe, et qu'il compte dans ses rangs Iron Man, Hulk, Thor, et Ant-Man et la Guêpe. Ouais, pas de Captain à l'époque, et pour la simple et bonne raison qu'il est toujours un glaçon. Et à part si vous vous appelez Bobby Drake, un glaçon, ça se bat pas fort. Pour ça, il faudra attendre l'intervention de Namor, qui n'était pas invité à la fête des super-héros, et qui va tomber par hasard sur l'Esquimau vénéré par une tribu d'Inuits. Il le ramène aux Avengers, qui décident alors de le décongeler, contre l'avis de Namor. Ouais, mais de toute façon, il n'était pas invité au débat. Et ainsi, c'est un Steve Rogers ressuscité qui devient la première recrue officielle des Avengers depuis leur création. Du moins dans un premier temps, parce qu'après il va être considéré comme un membre fondateur, à la place de Hulk. Je suis sûr qu'il l'a bien pris. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Et ainsi, il peut commencer sa nouvelle vie de super-héros. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.